Une ministre de l'Éducation débarquée, des profs en colère, ont visiblement dégelé le mammouth et exposé les symptômes d'une école publique en état critique. Et surtout, cela pose une question cruciale pour tous les parents. Faut-il se détourner de l'école publique pour garantir un futur prometteur à nos enfants? La voie du privé est-elle la planche de salut? Devons-nous forcément mettre la main au porte-monnaie pour garantir un parcours éducatif de qualité? Avec l'appui de nos invités, nous décortiquerons l'état de mort clinique du mammouth. Nous vous donnerons tous les éléments de comparaison entre le public et le privé, les disparités, ce qui marche, les idées reçues et les contre-vérités. Et nous vous donnerons surtout l'élément clé à l'origine du problème. Bienvenue sur Ça coule de source. Je vous emmène tout de suite pour un décryptage en profondeur. Et on démarre avec un chiffre, celui-ci, 60%. C'est le nombre de Français qui estiment que l'école fonctionne mal. Bon, difficile de leur donner tort si l'on se base sur le niveau scolaire des enfants. En effet, selon le dernier classement PISA, la France se classe 23e, comme on le constate sur ce graphique. Et si l'on investigue un peu, on remarque que les écarts se creusent. Pendant que les élèves en difficulté augmentent avec les années, les plus performants régressent. Jean Dernaud, syndicaliste guadeloupéen dans l'éducation, nous éclaire sur ce sujet. On l'écoute. L'écart se creuse entre les enfants qui réussissent vraiment et les enfants qui sont dans le semblant de réussite. On peut pas comparer par exemple un élève qui va à Louis le Grand, qui a son bac à Louis le Grand maintenant, et un élève qui a son bac quelque part en Guadeloupe ou quelque part dans une banlieue française. Moi, je crois que l'écart se creuse considérablement. Et même dans un lycée en Guadeloupe où l'enfant a un encadrement familial suffisant et vigilant, parce que l'enfant qui a un encadrement familial suffisant pour pouvoir le suivre, mais sans vigilance des parents, peut à mon avis aussi être en échec. Moi, je connais dans le temps un enfant d'enseignant n'échouait pas. Maintenant, il y a des enfants d'enseignants qui sont dans l'échec. Parce qu'il y a aussi d'autres choses dans la modernité qui divertit les enfants, d'autres addictions, notamment l'addiction des téléphones, l'addiction des réseaux sociaux, l'addiction des jeux vidéo. Moi, j'ai des exemples passés d'élèves qui ont eu leur bac, mais qui sont dans l'échec parce qu'ils sont addicts aux jeux vidéo, par exemple. Et ce sont des problèmes nouveaux, mais qui impactent considérablement la réussite. Et pourtant, sur le papier, le personnel est en nombre. 1 204 600 de personnel, dont 853 700 enseignants. Une grosse machine, on peut le dire. Cette éducation nationale, si chère à Jules Ferry, se retrouve donc, 140 ans plus tard, comme un grand corps malade. Tiens, justement, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais l'artiste éponyme a écrit dans sa chanson dédiée à l'éducation nationale. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à 2 balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants? Alors, est-ce juste un problème de moyens? Eh bien, si l'on observe le budget alloué à ce ministère, on constate qu'il est en augmentation constante. Nous avons même une augmentation record de près de 4 milliards pour 2023-2024. Pour la répartition, près de 50% va au salaire des enseignants. Le reste est réparti entre les autres personnels, les dépenses de fonctionnement et les investissements. Donc je viens de le dire, 50% du budget est imputable aux effectifs du corps enseignant. Mais je suppose qu'il ne vous a pas échappé que l'éducation nationale traverse un désert dans son recrutement. Regardez plutôt, depuis 2020, on assiste à une vraie dégringolade. Au moins, on peut dire que tout le monde est logé à la même enseigne, puisque cela touche aussi bien le public que le privé. Nous nous sommes entretenus avec Véronique Bouzou, professeure et auteure de plusieurs essais sur l'école. Écoutons ce qu'elle a à dire à ce sujet. Donc, moi, il y a 4 gros problèmes que je peux recenser à l'école. Le premier, c'est un gros problème au niveau de la pénurie des enseignants. Là, ça fait l'objet de mon dernier livre, Un monde sans foche. Des enseignants ou des candidats au concours qui sont moins ou moins nombreux. Ils entendent parler aussi des problèmes de violence, d'insécurité, et donc ça ne leur donne pas envie d'embrasser la carrière d'enseignant. Donc résultat, les
des exigences au concours, ça minimise. Et pire, on a parfois des candidats qui sont recrutés de manière un petit peu rock'n'roll, on va dire, via job dating, voire même le bon coin. Et donc, c'est problématique. Les premiers problèmes, il y a sur la pénurie des enseignants. Comment voulez-vous qu'on puisse transmettre des connaissances et des compétences solides à des élèves quand ceux-là même qui sont censés leur transmettre des connaissances n'ont pas justement les compétences requises? C'est de notoriété publique. Le métier ne plaît plus. C'est une véritable crise de vocation qui frappe cette profession. Vous voyez ce tableau? Il compare la qualité de la formation des enseignants entre pays européens. Observez les petites croix. Ça, c'est la France. Et comme vous le voyez, nous sommes en queue de peloton quasi partout. Ce qui est paradoxal dans cette affaire est que le métier n'attire plus, mais les personnels en place font preuve de résilience et trouvent un sens fort d'utilité dans leur métier. Là où ça coince tient en 4 pôles majeurs. Manque de reconnaissance, manque d'autonomie, forte exigence émotionnelle et peur face à la violence physique et verbale. Nous y reviendrons. Mais il faut savoir qu'entre 2020 et 2024, près de 8 milliards d'euros ont été investis pour les reconnaître et les valoriser. Visiblement, ça n'a pas suffi. Dans le projet de loi de finances pour 2024, les sénateurs ont salué l'effort budgétaire en forte hausse, mais regrettent l'absence de réformes visant à améliorer le niveau des élèves et à transformer en profondeur le système éducatif. On y revient, on soigne, on cautérise la plaie, mais sans vraiment s'attaquer aux causes structurelles qui font vaciller l'école. On peut retenir que le budget de l'éducation augmente, mais le niveau des élèves baisse. Le niveau de formation des enseignants baisse aussi. Alors, face au Titanic de l'éducation publique, un bon nombre de parents succombent au chant des sirènes du privé. Jean Dernaud apporte son analyse annonçant une prochaine américanisation de l'école publique. Écoutons-le tout de suite. À mon avis, ça reflète surtout la perte de confiance dans l'école de la République des parents. Ils n'ont plus confiance dans l'école publique. De toute manière, ce qui est en œuvre aussi, c'est une américanisation de l'école publique. Bientôt, toutes les personnes qui ont de l'argent ne mettront plus du tout leurs enfants dans l'école publique si on continue comme ça. L'ancienne ministre l'avait pourtant dit. Je crois que vraiment, on ne doit pas opposer l'école publique et l'école privée. Et pourtant, des choses objectives laissent entendre que le privé, c'est mieux que le public, à commencer par le taux de réussite au bac qui est meilleur dans le privé que dans le public. Ça, c'est indéniable. Si je reprends l'année 2022, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 98,2% de taux de réussite pour le privé, alors que dans le public, on tombe à 93,9%. Mais ces points d'écart justifient-ils à eux seuls cet engouement pour le privé? Non. Évidemment, d'autres facteurs entrent en jeu. Regardez. À la question « Pour quelle raison principale souhaiteriez-vous scolariser votre enfant dans l'enseignement privé ?» Le top 5 des réponses concernent la qualité de l'enseignement, les conditions de travail, la qualité de l'enseignement, la sécurité et les valeurs transmises. Le syndicaliste Dernaud modère toutefois cet engouement des parents pour l'école privée. On peut comprendre que les parents ont envie d'investir dans leurs enfants, donc de payer avec les moyens qu'ils ont pour que leurs enfants aient l'éducation qu'ils méritent, une éducation solide. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'ils se trompent. Ils peuvent très bien payer et ne pas avoir une éducation de qualité. Parce que précisément parce que l'école de la République en ce moment est en faillite, il y a une multitude d'écoles privées qui fleurissent de partout. En Guadeloupe, par exemple, ça se voit de manière très, très significative. Des écoles privées plutôt qui fleurissent partout. Et ça montre que c'est aussi un business qui est en œuvre. Alors donc, pour les parents, ce ne serait pas qu'une question de réussite et d'efficacité? Non. Le bien-être des enfants compte tout autant que les résultats scolaires. Car voyez-vous, mesdames et messieurs, l'école n'est plus le sanctuaire qu'il était. Aujourd'hui, pour certains élèves, le climat ambiant, c'est stress, intimidation, violence. Alors, sur sa coule de source, on ne va pas vous faire une bataille de chiffres stériles entre le public, le privé, sur qui a le plus de dotations, qui a les professeurs les mieux rémunérés ou qui a le plus d'élèves en classe. Parce que tout ça, visiblement, ce n'est pas le fond du problème. Notre enquête nous montre que le privé n'est ni avantagé, ni plus performant, dans les points que je viens de vous citer à l'instant. La plus-value se joue donc au-delà du palpable, du quantifiable. C'est vrai qu'en France, on aime bien mettre les choses dans des cases.
Mais là, il faut aller au-delà. C'est la prise en compte globale de l'enfant. Et là, le privé se démarque car lui, il a des outils qui font défaut au secteur public, à commencer par l'autonomie de l'enseignement. J'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, ce mammouth est devenu une machine qui a subi sa lourde charge et ses lenteurs administratives et décisionnelles. La Cour des comptes elle-même note dans son dernier rapport que l'enseignement privé sous contrat offre une large autonomie organisationnelle. Le public, lui, pourrait être comparable à la bureaucratie soviétique. Le pouvoir absolu est concentré à la tête de l'État. Tout est contrôlé, vérifié, analysé et ne peut être validé sans le tampon officiel des instances. De son côté, le privé a conservé ce que je qualifierais du système opérationnel ancien. Ouais, je sais, ça fait un peu pompeux, mais tout ça pour vous dire qu'ils font tout comme avant. Oui, je sais, c'est... Dans le privé, c'est l'autonomie qui prime. Le chef d'établissement recrute lui-même ses enseignants, qu'ils soient contractuels ou remplaçants. Ce qui fait qu'il y a une plus grande cohésion d'équipe pédagogique. Vous doutez? Mais madame, je vous jure. C'est peut-être pour cela que les personnels du privé sont plus présents. C'est ce que confirme en tout cas Nada Char, professeur d'histoire qui confie à France Bleu. Il faut savoir que le public est une très grosse machine, une machine bureaucratique, administrative, très importante, et que les questions ne se traitent pas comme dans le privé, à l'échelle d'un établissement, ce qui explique que les remplacements soient plus compliqués et que les questions sont plus longues à traiter. Mais l'autre point essentiel concerne l'autorité, ou devrais-je dire la crise d'autorité que subit l'école. Même si le privé n'en est pas exempt, il semble répondre plus efficacement aux faits de violence. Et pour le public, ça ne joue pas que sur une question de moyens, mais plutôt sur une volonté politique. Écoutons la sénatrice Catherine Belriti interpeller Gabriel Attal du temps pas si lointain où il était ministre de l'Éducation. Mais l'attractivité du métier ne se cantonne pas seulement à une question pécuniaire. Les difficultés de recrutement ne peuvent être aujourd'hui résolues que par une chose, c'est la fin de la crise d'autorité que traverse actuellement l'éducation nationale. Tant que nos enseignants ne seront pas reconnus et respectés, tant que leur fonction ne sera pas supérieure à la volonté des parents, voire des enfants, d'aller à l'encontre des valeurs, des principes de la République, eh bien, aucune revalorisation ne saura compenser l'ensemble de ce que la profession a perdu ces dernières années. Elle soulève un point crucial. Nous voyons trop souvent ce type de vidéos tournées sur les réseaux. Tournez votre tête. Tournez la tête. Voilà. Mais là, madame, vous êtes absent. Vous êtes présent. Vous êtes présent, là, vous êtes absent. Tu es présent, purée. Des professeurs invectivés ou violentés par des élèves en toute impunité. Une violence qui se banalise. Difficile d'imaginer ça quand on voit ces images du passé ressurgir. La dernière enquête sur les violences exercées au sein des établissements scolaires est effarante. Près de la moitié ont constaté des violences verbales et un quart des collèges et lycées des violences physiques. Tout ça pour vous dire qu'il nous a été difficile de trouver les chiffres qui font la distinction entre le public et le privé. Madame Bouzou nous apporte son éclairage. Et dernier problème majeur, c'est l'autorité. L'autorité avec cette politique qui a eu cours pendant des années du pas de vague, où il ne fallait pas faire remonter d'incidents, où on disait bien à l'enseignant qu'il ne fallait pas exclure d'élèves. Le problème, c'est quand on n'exclut aucun élève, et bien encore une fois, c'est la majorité qui va devoir subir les incivilités répétées d'un élève en particulier, qui peut être ingérable dans la classe. Et le professeur, des fois, n'ose pas faire remonter les problèmes, parce qu'il sait qu'on va pointer du doigt son manque quelque part d'autorité. Ça va être de la faute à l'enseignant s'il y a un souci dans sa salle de classe. C'est problématique. En fait, le problème à l'école publique, à l'école en général, c'est que quand un élève se montre violent, verbalement, voire physiquement à l'égard d'un professeur, eh bien, il va finir par être exclu. Un conseil de discipline qui va être prononcé. Sauf que c'est le principe des vases communicants. Il va se retrouver dans un autre établissement. Et donc, il va souvent sévir. Il va réitérer, en fait,
ces actes. Donc moi, ce que je peux préconiser, c'est d'être beaucoup plus strict. C'est-à-dire que l'école publique, en fait, n'est pas là pour accueillir des élèves qui sont, pardonnez-moi le terme, mais mal élevés. Les enseignants sont là pour instruire, pour transmettre des connaissances, pas pour éduquer. Il y a quand même une responsabilité des parents derrière. Donc, moi, je suis désolée, il faut un petit peu responsabiliser les parents. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, il semblerait que cela résulte de décennies d'inaction politique. En même temps, depuis 40 ans, le ministère de l'Éducation a vu se succéder près de 20 ministres. Mais quand vous voyez ce tableau, il n'y a rien qui vous interpelle? Regardez sur la durée d'exercice. 2 ans, 2 ans, 4 ans, 1 an. La palme à M. Blanquer, 5 ans. Un vrai rescapé. On a calculé pour vous la durée moyenne. Eh bien, c'est 2 ans et 3 mois. Difficile dans de telles conditions de bâtir une politique pérenne. Monsieur Dernot note d'ailleurs quelque chose d'intéressant. Il y a un sacré bout de temps qu'on n'a pas eu de ministre de l'Éducation qui inscrivent leurs enfants dans l'école publique. Je ne peux pas remonter exactement en date, mais Châtel, le ministre de l'Éducation sous Sarkozy, ses enfants n'étaient pas dans le public. Après lui, il y a eu, j'essaie de me rappeler, Najal Belkacem, c'était le cas aussi. Ensuite, il y a eu, qui c'est qu'il y a eu encore? Bon, je me rappelle pas de tous, mais Blanquer, c'était ça. Le Ndiaye, ses enfants étaient à l'école alsacienne. Donc ça, on sait ça depuis longtemps. De mon point de vue, on ne devrait pas accepter dans une république qui se dit laïque et un ministre de l'Éducation qui ne fait pas confiance à cette éducation de la République. Mais ce constat se retrouve moins dans le privé. Peut-être en partie à cause d'une chose, l'absence de mixité sociale. En effet, c'est ce qui est souvent pointé du doigt. Le privé ayant la possibilité de choisir ses élèves sur dossier se retrouve plus enclin à intégrer des élèves issus de milieux favorisés. Pourquoi le privé, en tout cas certaines écoles privées peut-être fonctionnent mieux, parce que tout simplement elles choisissent leurs élèves, elles les sélectionnent, elles vont regarder leur dossier scolaire, et si les niveaux sont si élevés au niveau du baccalauréat pour certaines écoles, parce que quand vous prenez des élèves qui ont des moyennes de 18 sur 20, nécessairement, ils vont réussir. Vous savez, vous donnez des élèves qui sont très très bons dans les salles de classe, vous vous assurez que les résultats vont être excellentissimes. Le privé concentrait en 2022 40% des élèves provenant de milieux très favorisés, alors que le public en a 2 fois moins. L'image d'un vivre ensemble, quelles que soient les origines et les catégories sociales, se retrouve de fait éborgnée. Nous retiendrons que le privé a de meilleurs résultats. Un manque d'autonomie du public, une centralisation absolue des décisions et 40 ans d'inaction politique. Mais devant la faillite du système du pacte républicain, qui est censé offrir l'égalité des chances, les parents cherchent des solutions pour compenser les inégalités. Cours de soutien scolaire, aide aux devoirs, stage de vacances pour progresser et bien sûr rehausser le niveau scolaire. Mais pour cela, vous en doutez, il faut mettre la main à la poche. Et la France est l'une des championnes d'Europe, toutes catégories en la matière. Le marché est estimé à 2,5 milliards d'euros, avec une hausse constante. C'est un secteur qui a énormément évolué ces 20 dernières années. Il faut dire qu'avant, c'était un peu la cour de récré. Une sorte de no man's land, sans cadre, dont les intervenants étaient non déclarés, la plupart du temps. Mais depuis que l'État a mis en place des crédits d'impôt alléchants, les familles ont changé leur habitude. Si l'on prend le cas d'Acadomia, l'un des leaders du marché, on constate une croissance de près de 25%. Il faudra donc débourser en moyenne entre 1000 et 1500 euros pour une année. Alors évidemment, ce chiffre varie beaucoup en fonction du soutien scolaire choisi et de la durée de l'engagement. Bon, en tout cas, les parents sont prêts à engager de telles dépenses pour rattraper le retard scolaire. Mais maintenant, ils vont beaucoup plus loin et anticipent aussi. C'est ce que constate la plateforme Superprof, qui a observé près d'un tiers de demandes supplémentaires pour la rentrée dernière. Alors, peut-on affirmer que plus le milieu est favorisé, plus on a de chances de réussir? Bon, mais là, pas de surprise. La réponse est clairement oui. Les résultats d'élèves à la rentrée en seconde montrent sans équivoque que le milieu social influe directement sur la réussite de l'enfant. Le graphique montre bien que plus la position sociale est élevée et plus les résultats sont bons.
Mais des parents, eux, vont plus loin encore et investissent d'une toute autre manière. Je parle bien évidemment de l'école à la maison. Les raisons sont multiples. Personnalisation de l'enseignement, flexibilité, valeurs familiales. Et une des raisons qui nous intéresse particulièrement est que les familles font ce choix pour échapper à l'environnement scolaire qu'elles jugent problématique. Et 60 000 familles ont déjà franchi le cap. Bon, même si cela reste à la marge, on constate un réel engouement, car c'était 3 fois moins il y a encore 10 ans. Mais éduquer ses enfants à la maison est loin d'être une sinécure. Il s'agit d'un engagement de chaque instant qui demande une organisation rigoureuse, une discipline de fer et même un investissement personnel considérable. Les parents doivent non seulement jouer un rôle d'enseignant, mais aussi celui d'organisateur et veiller à l'équilibre social de leurs enfants. Les témoignages de familles ayant sauté le pas sont éloquents. Ils parlent de la satisfaction de voir leurs enfants s'épanouir dans un environnement d'apprentissage sur mesure, mais aussi des défis rencontrés, comme la lourdeur administrative. Tiens, on y revient. Vous voyez ? Dans le même registre, la loi sur le séparatisme officiellement baptisée « Loi confortant le respect des principes de la République » a définitivement stoppé cette méthode d'enseignement. Donc, pour garantir le respect des principes de laïcité, l'instruction à l'école devient la règle et l'instruction à domicile est strictement encadrée. Et pour obtenir le précieux sésame qui vous donne accès à la maison, c'est un vrai parcours du combattant. Comme quoi, parfois, malgré tous les investissements du monde, cela ne marche pas forcément. Je ne sais pas vous, mais ce débat me paraît de plus en plus comme un symptôme de notre société moderne française. Des personnels publics qui se retrouvent pieds et poings liés dans un système dont ils n'ont plus la maîtrise, car elle a été subtilisée par 40 ans d'étatisme à outrance. Ça montre l'incapacité des pouvoirs publics à opérer une réforme structurelle profonde de l'État, où les réformettes et les augmentations budgétaires ne parviennent pas à s'attaquer aux racines du malaise. Oui, malgré des contraintes tout aussi importantes, le secteur privé fait généralement mieux, mais il fait mieux parce qu'il conserve, pour le moment en tout cas, un peu des vestiges de notre passé pas si lointain, où la responsabilité était confiée aux individus. Peut-être qu'au lieu de dégraisser le mammouth, il vaudrait mieux le nourrir et lui donner un peu plus de liberté pour offrir à tous les enfants du public comme du privé les clés d'un avenir prometteur. Je laisse le mot de la fin à M. Dernot qui évoque une chose essentielle à retrouver. Alors, d'une manière générale, il faudrait que l'école redevienne un ascenseur social. Pour ça, il faut remettre en place le travail, d'abord, fondamentalement le travail, l'effort qui a disparu de l'école, avec un passage systématique jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est devenu une gestion de flux des élèves et plus du tout une gestion de savoir. Ok ? D'abord, remettre la discipline. Il faut remettre la discipline. La discipline est nécessaire. Il est nécessaire parce que le jeune, quand il va arriver en fac, il faudra qu'il s'autodiscipline. S'il n'a jamais connu dans son parcours scolaire de discipline, il ne pourra pas s'autodiscipliner. Et l'autodiscipline est nécessaire pour pouvoir apprendre de son propre chef en autonomie. Et cette autodiscipline sera aussi nécessaire quand il sera sur le marché de l'emploi, pour qu'il puisse éventuellement rebondir quand il se sent plus bien dans la profession qu'il exerce, qu'il soit capable lui-même de s'auto-reformer. Pour ça, il lui faut de la discipline, il lui faut savoir faire des efforts, savoir avoir de l'abnégation, mettre autre chose à côté pour savoir se motiver lui-même et se mettre au travail. Ainsi s'achève notre émission. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.